Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 5 mai, après les doutes et la peur, ils sont de retour chez eux. 45 ressortissants ivoiriens qui avaient été extraits des conflits au Soudan ont foulé le tarmac de l'aéroport d'Abidjan. Et puis une visite terrain pour le Sénat ivoirien. Les sénateurs ont constaté l'avancement des travaux de la côtière. Une nouvelle rassurante qui vient du côté de l'Organisation mondiale de la santé. Le niveau d'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19 a été levé. Mesdames et messieurs, bonsoir. 45 Ivoiriens sont de retour du Soudan où ils avaient été demandés à être évacués alors qu'ils étaient piégés par les conflits qui s'y déroulent. Après un court séjour par le Caire, ils peuvent désormais souffler parmi leurs proches. Tim Danger. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Sur le tarmac, le porteur de la compagnie a affrété pour le retour au bercail des Ivoiriens vivant au Soudan. À son bord, 45 volontaires. En première ligne pour le retour à Abidjan, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Égypte. Au pied de l'échelle de coupé pour l'accueil, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Derrière chaudes accolades et visages radieux, le soulagement des bénéficiaires de l'assistance de l'État pour fuir les combats à Khartoum. La majorité sont des étudiants et puis nous avons 2 footballeurs, nous avons quelques familles ivoiriennes qui résidaient au Soudan. Le gouvernement vraiment a tout fait pour nous faire sortir dans cette situation-là, pour nous envoyer en Côte d'Ivoire sain et sauf. C'est déjà une réussite. On était chez nous, on a entendu les coups de fusil. Bon, vraiment, c'était vraiment une catastrophe. Dieu merci, finalement, l'ambassadeur a pu déplacer jusqu'à la frontière pour aller nous chercher. Vraiment, aujourd'hui, là où on est fiers d'être Ivoiriens, très très fiers. On manque de mots pour remercier vraiment nos autorités. Se réjouissant de la reconnaissance de cet autre programme gouvernemental qui leur permet de regagner la mère patrie, la chef de la diplomatie ivoirienne rassure quant à la solidarité du gouvernement en faveur de tout citoyen en détresse hors du pays, mais aussi pour le retour de la paix au Soudan. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, donne et donnera toujours des instructions pour que ce compatriote qui souhaite venir en fuyant une catastrophe, que tout cela puisse regagner la mère patrie. Tout est en train d'être mis en place pour que la paix revienne. Et d'ailleurs, nous saluons le cessez-le-feu en cours en ce moment et nous espérons que cela va perdurer afin que le temps soit donné aux uns aux autres de s'asseoir, de discuter et de trouver une solution. Aux premières heures de la guerre au Soudan, faut-il le rappeler, le rapatriement des Ivoiriens, pris au piège des combats, a été enclenché. 47 candidats volontaires ont alors été convoyés à la frontière avec l'Égypte. De là, ils ont été conduits au Caire d'où 45 d'entre eux ont embarqué pour Abidjan. Avant de regagner leur famille, ils vont séjourner pendant 3 jours à l'INJS, où le processus de profilage du migrant de retour a été enclenché. Ils avaient exprimé la volonté de peser un peu plus dans le contrôle de l'action gouvernementale. Les sénateurs ont joint les actes à la parole avec à leur tête le président Ahoussou Kouadio-Jano. Ils se sont rendus ce 5 mai sur la route de la Côtière pour vérifier l'avancement des travaux de restauration. Ouvrage dans lequel l'État ivoirien a engagé 308 milliards de francs CFA. Nadia Ija, Tanguy Kona. Exposé du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier face aux sénateurs présents ce matin au carrefour Jacquesville. Hors de la Chambre haute, ces parlementaires touchent ainsi du doigt la réalité du terrain, notamment en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux de la route de la Côtière. Nous sommes régulièrement à l'hémicycle, nous interrogeons les ministres, posons des questions, mais nous sommes dans la théorie. Mais là, nous passons à la phase pratique pour venir constater les visus. Les sénateurs vont partir, ils vont établir un rapport. Nous allons transmettre ce rapport au gouvernement pour dire voici ce que nous avons constaté et qu'on peut mieux faire, on peut arranger les choses, on peut améliorer, on peut approfondir, on peut agrandir pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Au cours de cette séance d'échange, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a expliqué les points forts de cette réhabilitation qui font de la nouvelle route côtière
une infrastructure de qualité. Les sénateurs se sont préoccupés surtout de la durée de vie de cette route. J'ai tenu à les rassurer pour dire que sur l'ancienne route, l'épaisseur de bitume était de 3 cm, mais sur la route actuelle, l'épaisseur de bitume finale sera de 18 cm. Ce sont des investissements importants qui sont faits. Une route, si on ne l'entretient pas, elle se dégrade. Donc cette route, il faut que les Ivoiriens qui vont passer dessus contribuent donc à son entretien. Donc nécessairement, il va y avoir des postes de péage qui vont être installés pour permettre l'entretien correct de cette route pour qu'elle dure le plus longtemps possible. L'action de contrôle de cette délégation parlementaire, débutée au carrefour Jacquesville par une présentation des travaux, va se poursuivre avec un voyage jusqu'à la ville de San Pedro afin de constater la praticabilité à ce jour de cette route. L'aéroport, l'université, le port autonome et le tribunal sont entre autres infrastructures qui seront visitées lors de cette mission. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a présenté ce vendredi sa structure de lutte contre la fraude électorale. C'était au Palais de la Culture de Treichville. La cérémonie a été l'occasion de présenter également les candidats du parti aux élections locales du 2 septembre prochain. Mardoché Kwasi, Éric Kimou. L'organe de lutte contre la fraude électorale du PPACI, dénommé SAFE, entendez Sentinelle antifraude électorale, aura pour mission, selon la première responsable de cette structure, de surveiller le processus électoral, détecter et dénoncer les cas de fraude. Il s'appuiera pour cela sur des représentants régionaux et communaux, mais aussi la population. Notre adversaire n'était pas un homme ou une femme politique. Notre adversaire n'est même pas un parti politique. Notre réel adversaire est la fraude électorale. Elle vole sournoisement le choix du peuple. Elle vole son espoir de changement et de fait, elle lui confisque son avenir. SAFE sera le porte-voix du peuple. Car nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre droit de vote et pour nous assurer que chaque voix est comptée et que chaque vote est traité de manière équitable et transparente. Cela signifie que nous devons être vigilants et dénoncer toute activité suspecte ou toute tentative de fraude électorale. Cette double cérémonie, présidée par le président du PPACI, a donc permis de présenter les membres du bureau central de SAFE, mais aussi les candidats du parti de Laurent Gbagbo aux élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Pour tous ces cadres et militants venus à sa rencontre, le numéro 1 du Parti des peuples africains avait un message. Il faut que nos amis qui vont être dans les différentes régions, il faut qu'ils soient vigilants. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été choisi que tu ne dois pas être dans l'élection. Nous avons des camarades qui, cette fois-ci, n'ont pas eu la chance d'être choisis. Mais il faut en prendre sur nos listes. Ceux qui peuvent nous aider à avancer, il faut en prendre. Battez-vous et gagnez. Aidez-vous les uns les autres. Les amis, faites du corps à corps. Le PPACI présente pour les prochaines élections locales 22 candidats pour les régionales et 132 candidats pour les municipales. Et justement, à quelques mois de ces élections locales, Gilbert Koné-Kafana, président du directoire du RHDP, a fait le point de la restructuration du parti jeudi à Cocody. Le RHDP, qui veut éviter les candidatures indépendantes, a appelé ses cadres à la discipline et au respect du choix des candidats. Pierre Dipomela, Fulgence Kissidou. Siège du RHDP à la rue Lépic à Cocody. Après un moment de restructuration des organes du parti, qui a abouti à la création de 350 départements politiques portés par des secrétaires départementaux, Gilbert Kafana Koné, président du directoire, présente le bilan et les perspectives. Non sans faire le point des enrôlés sur la plateforme numérique du parti. Nous sommes à ce jour à 436 968 militants enrôlés. L'effectif consolidé sur la nouvelle plateforme numérique du parti, appelée e-militant, est de 281 130 militants, dont les données sont totalement apurées et prêtes pour l'édition des cartes de militants. Pour les élections municipales et les régionales du 2 septembre prochain, le président du directoire du RHDP vise 0 candidature indépendante. Nous visons 0 candidature indépendante. Le président du parti attache du prix à ce que chaque militant intègre cette ligne de conduite et se montre discipliné pour que le RHDP affiche un front totalement uni.
Cette interpellation du président du directoire du RHDP fait suite à une mise en garde du secrétaire exécutif contre les cadres du parti qui ont en projet une candidature en dehors du choix du RHDP. Ils sont au nombre de 155 sous-officiers venus de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Ils constituent la 28e promotion de l'École nationale des sous-officiers actives. Une cérémonie d'hommage a été organisée en leur honneur dans l'enceinte de l'établissement. Issa Koné. Après 18 mois d'apprentissage et de privation, 155 sous-officiers militaires de l'École nationale des sous-officiers actives sont prêts à servir leur pays respectif. Sortis de cette prestigieuse école de militaires, ces soldats venus de la Côte d'Ivoire et de 7 pays de la sous-région ont été invités à inculquer les valeurs républicaines dans l'exercice de leurs fonctions. Élèves sous-officiers de la 32e promotion, vous avez le mérite d'avoir subi avec dignité et honneur une formation exigeante, tant sur le plan moral, physique qu'intellectuel. Ces 18 mois passés dans cette école auront été révélateurs de la rigueur du régime école, antichambre des contraintes du mode de vie du militaire. Une occasion pour le chef de corps d'armée ivoirienne d'inviter cette 28e promotion à suivre les traces des anciens. Il vous suffira donc de garder comme modèle, comme référence, en toutes circonstances, tout au long de votre carrière, Monsieur le colonel-major à la retraite, Jean-Hubert Ouassena, personnalité éponyme de votre promotion, qui, à force de travail, est parvenu au sommet de la catégorie des officiers supérieurs de notre armée. Il y a quelques mois, dans cette même école, 176 sous-officiers de la Côte d'Ivoire et de la sous-région prêtaient serment au terme de leur formation d'une durée de 3 mois. Cette promotion intègre donc la grande famille des sous-officiers formés à l'ENSOA. Dans le cadre du projet éducation numérique initié par le ministère de l'Éducation nationale, une salle numérique a été inaugurée à Grand-Bassam. Du matériel a également été offert à la direction des technologies et des systèmes d'information par le ministère en partenariat avec l'entreprise Huawei. Issa Koné. Nouveau siège de la direction des technologies et des systèmes d'information. À l'intérieur de ce bâtiment, un arsenal d'équipements technologiques mis à la disposition de la DTSI dans le cadre du projet éducation numérique qui a vu le jour en avril 2020. Fruit d'un partenariat entre l'entreprise Huawei et le ministère en charge de l'Éducation nationale. Si nous avons une légitime fierté de nous réjouir de cette réalisation, il nous faut aussi et surtout penser à sa pérennisation. L'équipe technique de la DTSI doit être réactive à soutenir les utilisateurs dans l'exploitation des solutions mises à leur disposition et régler les incidents techniques qui surviendront. Les donateurs ont réitéré leur volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la modernisation du système éducatif. Cet édifice et ses équipements sont l'aboutissement de la première phase du projet de l'éducation numérique. La ministre Mariatou Koné a rappelé aux acteurs les enjeux du digital dans le système éducatif. L'utilisation harmonieuse de ces outils permettra à chaque acteur de faire face aux défis qui se posent à notre système éducatif. C'est pourquoi j'engage tous nos collaborateurs à se les approprier afin que nous puissions bâtir ensemble un système éducatif de qualité basé sur les valeurs du travail, de l'excellence, du mérite, dans la transparence et dans l'équité. Ce bâtiment de 3 étages va accueillir 50 agents, 2 salles de formation et une salle pouvant accueillir un data center. Le projet éducation numérique lancé en 2020 qui tire à sa fin devrait booster la transformation du digital du système éducatif du pays. L'Association des Antillais et Guyanais vivant en Côte d'Ivoire célèbre ses 70 ans d'existence. Au programme des 3 jours de festivités, de la danse, des expositions, mais aussi un volet social. L'association s'est engagée pour la sensibilisation sur la déficience mentale pour laquelle elle a récolté des fonds. Nadia Ija. Les 70 ans de l'Association des Antillais et Guyanais vivant en Côte d'Ivoire, célébrés dans une ambiance festive. Pour joindre l'utile à l'agréable, la déficience mentale chez l'enfant est au centre de cette célébration. Les fonds recueillis seront reversés pour la sensibilisation sur cette maladie. L'action de notre association a également une dimension citoyenne.
Sans grands moyens, l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire s'est résolument engagée aux côtés des communautés ivoiriennes à travers des actions caritatives ou des actions éducatives. Cette année, elle s'engage auprès des enfants souffrant de déficience mentale. En plus de ce volet social et citoyen, la célébration de cet anniversaire vise aussi la promotion de la culture des îles et met un accent particulier sur le brassage culturel avec la Côte d'Ivoire. Toute chose saluée par les autorités. C'est un hommage à la communauté antillaise et guyanaise qui a joué un rôle politique important en Côte d'Ivoire. Évidemment donc un hommage à la France, mais au-delà, un hommage à la Côte d'Ivoire qui a eu la gentillesse de les accueillir. Nous avons beaucoup de points communs et c'est une synergie qui doit demeurer. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous poursuivez avec succès le renforcement des relations franco-ivoiriennes en maintenant également la cohésion au sein de cette association. Le vivre ensemble, cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, est ainsi et ici magnifié. La fête d'anniversaire des 70 ans de l'Association des Antillais et Guyanais s'étendra sur 3 jours à partir de ce vendredi 5 mai et sera marquée par des expositions, un spectacle de danse, un concert et un dîner. La Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées veut promouvoir le judo féminin à travers les établissements scolaires. La première pierre d'un mini-gymnase dédié à la pratique du judo pour les élèves du lycée Jeunes Filles de Yopougon a été posée. 4 autres établissements vont abriter ce projet pilote. Les explications de Salif Yalekoué et de Joseph Zécré. Lycée des Jeunes Filles de Yopougon ce vendredi. Acteur du judo, responsable du ministère de l'Éducation nationale, était au rendez-vous pour la pose de la première pierre d'un gymnase dédié à ce sport. Une initiative visant à promouvoir la pratique du sport en milieu scolaire. Lorsque nous arrivions aux affaires, notre volonté était d'installer le judo à travers l'étendue du territoire. Il aurait été difficile pour la Fédération ivoirienne de judo de pouvoir s'implanter sur le territoire national si elle n'avait pas un support. Et nous avons trouvé le ministère de l'Éducation nationale le support qu'il nous fallait pour développer la discipline. Pour leur part, les acteurs du milieu scolaire se félicitent de cette initiative. Les arts martiaux, ce n'est pas uniquement fait pour se battre, mais c'est pour construire le mental de l'enfant. Ces dojos sont importants, mais nous disons qu'en plus de nous, Éducation nationale, il faut que les parents aussi s'impliquent dans le comportement de leurs enfants. Pour moi, c'est vraiment nécessaire pour pouvoir faire sortir les élites de ces différentes écoles pour représenter notre pays à l'international, glaner des médailles pour la Côte d'Ivoire. Outre le lycée Jeunes Filles de Yopougon, le lycée Sainte-Marie de Cocody, les lycées Jeunes Filles de Bingerville, de Boaké, de Yamoussoukro vont abriter le projet. Plus de 3 ans après son apparition, la pandémie de Covid-19 est désormais sous contrôle et le niveau d'alerte maximal levé. C'est ce qu'a annoncé le comité d'urgence de l'OMS ce vendredi. En 2020, la maladie passait d'épidémie à pandémie, prenant de court le monde entier et faisant quelques 20 millions de morts. Niki Mamoussa. L'évolution de la pandémie à coronavirus est désormais sous contrôle. C'est ce qui ressort de la déclaration du patron de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Après avoir déclaré la fin du Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, Tedros Adhanom affirme que la décision a été mûrement réfléchie par le comité d'urgence. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une décision hâtive. C'est une décision qui a été soigneusement réfléchie pendant un certain temps, planifiée et prise sur la base d'une analyse minutieuse des données. Si nécessaire, je n'hésiterai pas à convoquer un autre comité d'urgence si le Covid-19 mettait à nouveau notre monde en péril. Ce virus est là pour rester. Il continue de tuer et il évolue encore. Il reste possible que de nouvelles variantes apparaissent et provoquent une nouvelle augmentation du nombre de cas et de décès. Selon le directeur de l'Institution mondiale, le virus est toujours parmi nous et il ne faut en aucun moment baisser sa garde. La pire chose qu'un pays puisse faire aujourd'hui est de servir cette nouvelle pour baisser sa garde, démanteler les systèmes qu'il a mis en place pour faire comprendre à sa population qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter à propos du Covid-19. L'heure est à la réflexion. Le Covid-19 a laissé et continue de laisser de profondes cicatrices dans notre monde. Ces cicatrices doivent nous rappeler en permanence que de nouveaux virus peuvent émerger et avoir des conséquences dévastatrices. L'alerte maximale est levée,
Mais nous ne devons pas oublier les conséquences de cette pandémie et donc tirer les leçons de cette crise sanitaire. Nous ne pouvons pas oublier les images des hôpitaux, des unités de soins intensifs remplies à pleine capacité, des gants médicaux remplis d'eau chaude qui tiennent les mains de nos proches qui sont morts, avec les travailleurs de santé qui ont veillé à ce qu'ils ne meurent pas seuls. Nous ne pouvons pas oublier ces bûchers, nous ne pouvons pas oublier les tombes qui ont été creusées. Je ne les oublierai pas, aucun d'entre nous ici ne les oubliera, et c'est ce qui nous pousse chaque jour à faire mieux et à faire plus. Je suis donc pleine d'espoir, et je le suis vraiment. Mais je suis aussi très émue parce qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Le 11 mars 2020, l'OMS avait annoncé officiellement que l'épidémie de Covid-19, dont le bilan était alors de 100 000 morts dans le monde, était désormais au stade de pandémie. Aujourd'hui, l'OMS dénombre au moins 20 millions de morts dus au Covid-19 dans le monde, sans compter la grande paralysie de l'économie mondiale. Avec cette nouvelle annonce, Tedros Adhanom dit avoir de l'espoir pour l'avenir. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.